Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest. Bonjour Wilfried, bonjour à tous, bienvenue à tous sur les traces du conquérant, troisième étape aujourd'hui en direct du château de Falaise. Forcément, on ne pouvait pas manquer, pas venir ici, on nous l'aurait reproché. Alors voilà, on a décidé de venir installer notre studio mobile pendant 15 jours, on le rappelle, puisqu'on ira demain du côté d'Avranches, du Bec et Loing dans l'heure vendredi, et puis on terminera la semaine prochaine, vendredi 14 octobre, date historique du côté d'Hastings, de Battle dans le sud anglais, date historique, puisque cette année, nous célébrons le 950e anniversaire de la bataille d'Hastings, si importante pour l'histoire de la Normandie, pour l'histoire de Guillaume le Conquérant. Sur les traces du Conquérant en direct de Falaise, troisième volet, c'est parti. Alors, 4 invités pour commencer cette émission entre midi et 13h. Je rappelle que vous pouvez nous suivre bien évidemment en direct sur tendanceouest.com également. Nous sommes avec Charlotte Lapiche, chef du service patrimoine de la ville de Falaise. Bonjour. Vous allez être un peu notre caution scientifique pour s'assurer qu'on dit toute la vérité, rien que la vérité sur Guillaume le Conquérant. Et ce château, le maire de Falaise nous a rejoint également. Eric Massé, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Taille Pierre et Tradition, une entreprise spécialisée, comme son nom l'indique, dans la taille de pierre avec Bertrand Victoire. Bonjour. Bonjour. Et puis pour parler du château dans un premier temps, Mathias Dillis, médiateur culturel, animation. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai envie de commencer avec vous parce que Falaise, c'est un peu le lieu de la légende et des légendes autour de Guillaume le Conquérant. Et vous allez proposer, à partir du mois de novembre et jusqu'à la fin de l'année, une animation Noé avec un chevalier pour entrer dans le concret et que ce soit vivant, quoi, tout ça. En effet, Falaise est une terre de légende et notre château se prête parfaitement à la mise en scène des légendes, sachant qu'à l'époque de Guillaume et un peu plus tard, il y a 1000 ans, déjà on s'enchantait à écouter des histoires au cœur de l'hiver. Et notre lieu idéal pour ça, on a des grandes pièces et donc on peut mettre en scène des histoires. Et c'est le cas donc pour ce chevalier Noé. Donc c'est une exposition qui commence le 11 novembre, qui se termine le 2 janvier. Et donc de 10h à 18h, nos visiteurs peuvent déambuler dans les pièces et découvrir les décors du conte, des ambiances sonores, des ambiances lumineuses. C'est vraiment une atmosphère tout à fait particulière. Et Noé, vous l'avez créé ? Alors c'est une création vraiment du château, en effet. Donc on a utilisé une conteuse qui s'appelle Sylvie Robe, à qui on a donné quelques tonnes de livres et surtout des contes qui se racontaient à cette période. Et à partir de tous ces contes, elle en a fabriqué un pour le château qui s'adapte au déroulement des pièces et donc avec des personnages qui auraient tout à fait pu exister il y a 1000 ans à peu près. Et donc elle nous a créé cette histoire qui est vraiment très étonnante. Alors on rentre un peu dedans et Noé, il est face à un dilemme. Qu'est-ce qui lui arrive ? Exactement. Donc en fait, le conte commence au milieu d'une bataille, et donc une bataille qui semble être perdue pour un roi, quand tout d'un coup arrive un chevalier mystérieux que personne n'a jamais vu et qui retourne le cours de cette bataille et qui aide le roi d'Orgal, à remporter la victoire. Alors bien sûr, le roi est très content, veut récompenser ce chevalier mystérieux en lui donnant la main de sa fille. Mais ce chevalier mystérieux a un secret, il ne peut pas accepter la main de la fille du roi. C'est une offense très grave et donc il est banni du royaume. Et là va commencer le début de son aventure. Et on va savoir à la toute fin pourquoi justement ce chevalier ne pouvait pas accepter la main de la fille du roi d'Orgal. Charlotte Lapiche, chef du service patrimoine de la ville de Falaise. Là, on est dans le début d'une histoire. Le début de l'histoire de Guillaume, c'est aussi à Falaise, bien sûr, puisqu'il est né ici. Qu'est-ce qu'on sait de sa naissance à Falaise ? Alors, ce que l'on sait, c'est aussi dans la légende. Donc, on sait qu'en 1027, son père, Robert, qui sera plus tard dit le Magnifique, rencontre Arlette, fille d'un Falaisien, qu'il en tombe très amoureux. Et que de leur rencontre naît quelques mois plus tard, à la période de Noël, un Guillaume, futur conquérant de l'Angleterre. Donc c'est toujours la dimension de légende qui va un petit peu fédérer la ville de Falaise, la notion de terre natale, de berceau de Guillaume, et le château qui est visitable aujourd'hui, que l'on peut découvrir tous les jours presque, puisqu'il est ouvert toute l'année, propose des histoires différentes, l'histoire de Guillaume bien sûr, qu'on va raconter de manière nouvelle avec des vidéos. On peut utiliser des tablettes tactiles à l'intérieur du château. Et pour cette période de Noël, on va vivre la magie médiévale un petit peu différemment, une magie un peu
un peu fantastique, avec des créatures et plein de choses qui nous permettent de nous replonger dans cette merveille médiévale, dans ce merveilleux. Et les contes sont vraiment très très importants. Éric Massé, vous qui bien évidemment êtes le maire de Falaise, le monde médiéval, ça vous parle forcément. On s'y intéresse, on est obligé de s'y intéresser ou c'est dans le cœur, c'est dans le sang? Je crois que c'est dans le cœur et dans le sang, tout simplement. Vous savez, quand on a un château comme le château de Falaise, inévitablement, qui est ancré au cœur de chaque Falaisien et des gens du territoire de Falaise. Depuis plusieurs années, les rénovations successives et l'animation qui s'est créée au sein de cette enceinte, avec l'équipe Château, le dynamisme qu'ils y ont mis, en font le symbole même, pas seulement historique, mais de référence économique, touristique pour Falaise. Chaque Falaisien rêverait d'être, à la limite, faire partie de la cour de Guillaume le Conquérant. Et si un jour je le rencontrais, peut-être, après tout, pourquoi pas, je le remercierais d'être né à Falaise. Avec les nombreuses reconstitutions qu'il y a dans la région, ça doit être possible. Est-ce que ce château, quelque part, fait pas trop d'ombre à Falaise, au sens où c'est pas difficile pour le reste des activités d'exister à l'extérieur de la ville? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il sert réellement d'emblème et de référence. Vous savez, ce château, donc Guillaume le Conquérant, la conquête, elle se décline de plusieurs manières. De manière touristique, de manière économique, de manière culturelle, etc. Et puis, j'ai l'habitude de dire que Falaise a eu 2 rendez-vous avec l'histoire. Le premier, c'était Guillaume le Conquérant, et le plus récent, c'est la concrétisation à travers du mémorial civil, des civils dans la guerre. Et qui est tout proche d'ici, on est à 200 mètres à peine. Quand vous sortez de l'enceinte, si on mesure, je pense qu'il y a 70 mètres. Il n'y a même pas 200 mètres, alors on est vraiment encore plus proche. Qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce musée, et pourquoi avoir souhaité le faire à Falaise? Parce que des musées sur les civils, on aurait pu en faire ailleurs en Normandie. Tout à fait. Écoutez, c'est simple. Falaise, c'est vu le symbole. D'abord, on n'a pas travaillé simplement pour nous. On a travaillé pour tout ce que représentait Falaise, la ville de Falaise détruite au cours de la bataille de Normandie. Cette bataille qui est connue, bien sûr, des Normands, qui n'est certainement pas assez connue des gens extérieurs à notre province. 80% de Falaise fut détruit sur 3 départements. On a compté 350 victimes. C'est un chiffre qui n'est pas confirmé complètement, mais il y a eu de nombreuses victimes. Et c'est bien sûr unanimement connu comme la poche de Falaise, qui est devenue maintenant, d'une manière très officielle, la poche de Falaise-Chambois, puisqu'elle a commencé à Falaise et elle se terminait à Chambois. Et si vous permettez, je vais juste vous donner une anecdote. Un jour, dans un avion, je l'ai souvent répété, cette anecdote, je me suis trouvé assis à côté d'Australiens. Je revenais, et puis nous avons commencé à converser. Et quand ils m'ont dit « Vous êtes d'où ?» Voilà, Falaise, en France. Je dis « Vous ne devez pas connaître. » Et l'Australien m'a dit « Mais si, Falaise, Guillaume le Conquérant et poche de Falaise. » Pas mal. Vous avez été et je lui ai donné mon marque-page, qui était de Falaise. Bon, et donc dans ce musée des civils de la guerre, ce musée est abrité dans un bel hôtel en pierre. On va en parler de la pierre avec vous, Bertrand Victoire de Taille Pierre et Tradition. Vous restaurez de la pierre ancienne, forcément, c'est bien ça? Oui, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2006, donc plus par passion que par obligation forcément. Et donc mon métier était bien maçon, tailleur de pierre, et principalement la pierre de Caen, qui est extraite dans nos sous-sols à hauteur de Bréville-sur-Lez, donc la carrière de Saint-Eau. C'est une carrière qui a rouvert en 2004 pour des projets de restauration sur la ville de Caen principalement. Et on y a tous trouvé, nous artisans tailleurs de pierre, un intérêt à pouvoir la faire fructifier en achetant nos blocs de pierre là-bas. Et donc on essaie de pérenniser cet ouvrage-là, toujours autour de la pierre. Et c'est une activité où c'est qu'on emploie à peu près 18 personnes à l'heure actuelle. On a développé l'entreprise pas que au sein de la pierre, parce que dans le bâti ancien, on est amené à faire de la charpente, de la couverture et beaucoup de menuiserie. Mais principalement, ça restait quand même la taille de pierre qu'on voulait mettre en avant. Et c'est vrai que sur la ville de Falaise, avec le château de Caen, on avait déjà des belles références.
Donc voilà, c'est Et on vous a fait venir parce qu'on considère que vous êtes un peu un nouveau conquérant dans votre domaine. Est-ce que vous vous ressentez comme ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une demande très importante sur tous ces vestiges qui, avec le temps, demandent énormément d'entretien? Eh ben, je pense que la pierre, la pierre, ça a toujours été un peu cyclique, hein, quand on reprend un peu l'histoire. Au niveau des ouvertures de carrière, à l'heure actuelle, ils ont recensé environ 11 millions de mètres cubes de pierre de Caen extraite, donc depuis le jour des premières ouvertures de carrière. On a une période de l'époque. La plus grande période connue, c'est la période de Guillaume le Conquérant, hein, qui a quand même importé la pierre en Angleterre. Donc c'est surtout à ce moment-là que la pierre de Caen a vraiment été mise en avant. Et notamment, apparemment, à Buckingham Palace, il y a des parties Ouais, qui sont. il y a beaucoup de la d'ouvrages, Tour de hein, Londres aussi. Voilà, beaucoup beaucoup de Londres, effectivement. il y a beaucoup d'ouvrages. Charlotte Lapie, je voulais intervenir. Oui, de fait, hein, l'architecture normande, donc, qui a été apportée par Guillaume après la conquête de l'Angleterre qui a eu lieu en 1066, c'est bien une architecture de pierre. Donc la première traversée, hein, qui s'est faite de la Manche était avec non pas de la pierre cette fois-ci, mais des bâtiments en kit, en bois, pour permettre de s'abriter au plus vite. Mais ensuite, l'art et la manière de faire qui a été apporté par les Normands en Angleterre, et ensuite rapporté en Normandie, puisqu'à Falaise, on dispose encore d'un très bon donjon en pierre, donc de Caen, qui est en élévation, que l'on peut encore visiter. Donc ça, c'est assez magnifique. C'est un art de fer qui est avant tout normand, cette pierre blanche qui se distingue très très bien, hein, sur le ciel normand, et qui apporte donc aussi l'effet dissuasif, puisque blanc, c'est quand même... Ça contraste très fort, et c'était une volonté qui était celle des Normands que d'importer leur manière de faire outre-Manche. Bertrand Victoire, vous avez envie d'intervenir un jour sur un édifice dans la région, vous en rêvez, parce qu'on est passionné quand on fait ce métier-là. Oui, on est passionné. Alors c'est vrai qu'on a une clientèle, on a des gens chez qui on fait des belles réalisations, que ce soit de la maison traditionnelle, de l'habitat rural, comme très bien des châteaux 17e, 18e qu'on a beaucoup dans la région. Donc on s'adapte un petit peu à tout style, à toute époque. Après, le but étant de se rapprocher vraiment de l'existant, et en utilisant simplement la pierre de Caen, parce que il y a d'autres pierres qui ont été importées après la reconstruction dans les années 60, qui est une pierre de la région parisienne. Nous, notre but à l'heure actuelle, c'est de démontrer qu'on a une carrière dans la région, qu'on a du volume à extraire de là-bas, et qu'on peut l'utiliser à journée entière, année entière, sur des longues années, pour nos restaurations, et même pour de l'ouvrage neuf qu'on peut encore réaliser à l'heure actuelle. Allez, on fait une pause dans cette émission sur les traces du conquérant en direct de Falaise. Merci à vous, Eric Masmer de Falaise, d'être venu nous voir ici, chez vous finalement, avec Bertrand Victoire, donc de Taille-Pierre et Tradition, et Mathias Dillis, médiateur culturel au château, et avec cette formidable aventure à vivre en fin d'année. Donc, et Noé, bien sûr, Charlotte Lapiche, vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette émission. Nouveau plateau dans quelques instants avec de nouveaux invités. On se retrouve dans quelques minutes. Tendance Ouest sur les traces du conquérant en Normandie et en Angleterre du 3 au 14 octobre. Tendance Ouest.